Dans la nuit du 25 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. Des gaz radioactifs s'élèvent à plus de 1000 mètres d'altitude et 70% de la radioactivité retombe autour de la centrale et sur le territoire biélorusse. Le cœur du réacteur détruit va brûler 10 jours et le nuage radioactif s'étend sur toute l'Europe. On ne peut pas quantifier l'ensemble des radioéléments qui sont retombés sur le territoire européen. On mesure en becquerel la radioactivité de l'iode et du césium dans la nature et les organismes vivants. Je me souviens de clientes qui ne mangeaient plus d'épinards chez nous, ni de salade chez nous en France. Je sais que j'ai vu des mamans venir avec des poussettes, avec un espèce de masque, carrément. Et je me suis dit, pourquoi ces gens font ça ? Je me souviens, il y avait des rumeurs sur le fait qu'une centrale nucléaire russe avait explosé. Et tout le monde disait que nous allions recevoir tous les déchets nucléaires et que nous allions tous mourir. J'étais vraiment effrayé. J'avais 12 ans. Bien sûr, il y a eu un très fort focus sur le problème après l'accident, car le gouvernement norvégien avait peur des centrales nucléaires en Suède, en Angleterre et ailleurs. J'étais comme tous ceux qui ont suivi la catastrophe, sans voix et sans idée. Et cela nous a pris quelques jours avant que nous saisissions notre gouvernement en Allemagne, afin qu'il mette en place une structure de travail pour réellement mettre en garde les Allemands, pour expliquer aux gens ce qu'ils devaient manger ou non, et si les enfants pouvaient aller jouer dehors ou pas. En France, rien n'était dit puisque, soi-disant, un anticyclone protégeait la France. Et c'est là où, chez nous, on récupérait l'eau des toits. Et donc, je me suis dit, si jamais il y a le nuage de Tchernobyl avec les précipitations, vous voyez, qui font que les particules radioactives tombent au niveau du toit et donc de l'eau, eh bien, on va avoir un problème de contamination. Donc, on a fait des prélèvements avec d'autres personnes et on s'est aperçu, notamment à la fac de Villeurbanne, c'est une fac de physique nucléaire, qu'il y avait tous les radioéléments provenant de l'accident de Tchernobyl. Η ραδιενέργεια πρέπει να έπεισε αρκετή εδώ στην περιοχή μας. Και δεν μπορούσαν να φανταστούν, φανταζόμουν ότι η ραδιενέργεια είναι μια αρρώστια η οποία θα βγει σε 5-10 μέρες. Κατάλαβε ότι θα αρρωστήσει παράδειγμα σε 5-10 μέρες, θα σου έρθει κάτι τέτοιο. Ενώ στην ουσία δεν κατάλαβε κανείς μελλοντικά τι μπορεί να προκαλέσει αυτό το πράγμα. Επειδή δεν ήταν άμεσα τα αποτελέσματα, δεν μπορούσε να το ξέρει ο κόσμος. Σίγουρα δεν μπορούσε, κανείς δεν μπορούσε να το ξέρει, έτσι. Η ενημέρωση πάντως ήταν τίποτα, χάρη. Εδώ, από ό,τι θυμάμαι και στις τηλεοράσεις που λέγανε, δεν επισήμεναν κάποιον κίνδυνο. Τίποτα, απλά δεν προσέχετε λίγο, ας πούμε. Και τούξεναν, και το είπαν μετά από μέρες, έτσι. Τούξεναν, τεράστιο Πάσχα και μετά να το πω. Quand il y a une explosion de ce type, il ne faut pas sortir. Il faut rester dans les maisons, écouter les informations à la radio, calfeutrer les fenêtres et attendre que les particules radioactives retombent sur le sol. L'Institut français de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'IRSN, a simulé le passage du nuage radioactif sur l'Europe entre le 26 avril et le 9 mai 1986.
En tant que Japonais, je connais le problème d'Hiroshima et Nagasaki qui perdure et pour lequel je suis attentivement les recherches. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé le siège régional pour savoir ce qui se passait sur place. Comme vous le savez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à l'époque était divisée en 6 régions et Tchernobyl dépendait de l'Europe. Das heißt, nachdenken und verantwortbare Konsequenzen ziehen. Erstens, premièrement, il faut édicter des standards minimums de sécurité dans la construction et l'exploitation des centrales nucléaires. Ces standards doivent être appliqués partout dans le monde. Deuxièmement, l'application de ces standards de sécurité doit être vérifiée sur place par des experts internationaux et la combinaison d'activités civiles et militaires au sein d'une seule et même centrale nucléaire est une activité que l'on trouve en premier lieu en Union soviétique. Drittens, im Unglücksfall müssen sich alle Regierungen À l'époque, c'est l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui détenait le pouvoir d'intervention. Mais c'était plutôt des spécialistes du nucléaire et non pas de la santé publique. L'iode provoque le cancer de la thyroïde et c'est moi qui l'ai dit à haute voix, à Minsk, mais personne ne m'a écouté. Après l'émotion et la stupeur, certains pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre ou la Grèce prennent des mesures de précaution pendant quelques mois. Seule, la Norvège va développer une véritable stratégie pour lutter contre le taux de contamination reçu. La Grèce a commencé à recevoir les retombées de la pollution de l'accident le 2 mai 1986. Le laboratoire environnemental de radioactivité avait été créé en 1960. La principale raison était le grand nombre d'essais nucléaires atomiques dans l'atmosphère. Ceux-ci avaient été effectués par les grands pays industriels nucléarisés comme les États-Unis, l'URSS, etc. Voici une partie de nos vieux échantillons que nous avons gardés pendant plusieurs années. Et ici, nous en avons quelques-uns qui viennent de l'époque de Tchernobyl. Oui, ce sont ces filtres-là. Le taux de radioactivité dans l'air pouvant être inspiré était insignifiant. Aussi, la prise de comprimés d'iode stable n'était pas justifiée. Ce n'était pas du tout justifié. C'est pourquoi nous n'avons pas conseillé au gouvernement de prendre cette mesure-là. Et donc personne n'a pris de comprimés d'iode. Ce n'était pas du tout nécessaire. Nous, on a commencé à mesurer la radioactivité à partir du 30 avril, 1er mai jusqu'au 5 mai. Il était présent au niveau au moins de la Drôme, puisque c'est là où on a fait les premiers prélèvements. Donc très vite, on s'est interrogé sur cette quantité d'iode, et notamment le 16 mai, la communauté européenne avait édicté des normes qui étaient à 500 becquerels par litre de lait en iode 131. Or, nous, on se retrouvait avec des niveaux de 2000 à 3000. Donc, très rapidement, on s'est aperçu qu'on avait dépassé les niveaux recommandés par l'Europe. Sauf que les autorités françaises disaient que c'était que des normes économiques et pas des normes sanitaires. Or, ça tenait pas la route, puisqu'il y avait deux types de normes, des normes par rapport aux enfants et des normes par rapport aux adultes. Alors, donc, c'était bien aussi des normes sanitaires. Cette absorption d'iode radioactive provoque un cancer de la thyroïde différent des autres et peut simplement rester à l'état d'inflammation. D'ailleurs, beaucoup sont restés à l'état d'inflammation, mais il me manque des données précises. Le gouvernement polonais, qui, au moment de l'accident de Tchernobyl, a consulté Nesterenko, qui était le responsable de la radioprotection en Biélorussie, pour dire que faut-il faire. Il a dit distribuer l'iode. Puisque le Soviet suprême le refuse pour notre pays, faites-le tout de suite. Et ça a été fait d'une façon extraordinaire chez 10 millions d'enfants, avec
aucun effet secondaire grave et 1 million d'adultes avec aucun effet secondaire grave. Donc c'est une mesure qu'on peut prendre, c'est une démonstration d'une part de la bonne tolérance et puis de l'efficacité. Tout d'abord, les cultures. Par exemple, le blé avait été contaminé. Le moyen alors pour faire baisser l'ensemble du taux de radiation était de mélanger le blé contaminé avec le blé normal des moissons précédentes. Cet ordre avait été donné à l'époque, mais je ne sais pas à quel point il a été respecté par tous les producteurs de blé. Une deuxième mesure préconisée était que tous les animaux ne se nourrissent pas de l'herbe qui aurait été contaminée, mais qu'ils soient conduits dans des entrepôts où ils seraient nourris avec de la nourriture de l'année précédente. Là encore, ceci a été dit. Bien sûr, la consommation de lait frais aussi avait été interdite, car apparemment, la plus importante contamination d'iode que quelqu'un pouvait recevoir, c'était à travers le lait. L'iode, le césium, tous les radionucléides ont une période physique appelée également demi-vie. En une période physique, la quantité de radioactivité va diminuer de moitié. Cela signifie qu'au début, la réduction de radioactivité est rapide, mais qu'il faut 10 périodes physiques pour qu'il ne reste presque plus rien. Εδώ είναι λίγο Ιβέρια, η Κατερίνη εδώ πέρα λίγο, τα παράλια και η καρδίτσα έχει. Λίγο τρίκαλα καρδίτσα, εμείς φάγαμε το πιο κόκκινο το ίδιο. Φαίνεται πιο έντονα. Εκεί πιο έντονα, εδώ δεν έχουμε κρίση, η Ισπανία και λοιπά σχεδόν έχει καθόλου. Η Ισπανία δεν έχει. Δεν πήγε προς εκεί. Η Ισπανία δεν έχει τίποτα. Γεννόταν το αέρα στην Αυστρία. Πού λέει την πήρε. Πολύ την πήρε. Η Ιταλία έχει βόρεια. Βόρεια Ιταλία. Γερμανία. Είναι ένας άλλος χάρτης που πήγε. Από μια άλλη ανεξάρτητη. Για βρες το δικό μας εκεί, εδώ. Την έριξε πριν την Ελλάδα. Είσαι εδώ το μικρό. Όχι, εδώ δεν το έχει. Αν το έχει. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει. Έχει το μέσα. Στην Ελλάδα δεν σε έριξε τόσο τρίκαντε περισσότερο. Και από όλη την Ελλάδα τον πήραμε στρίκαλα. Εδώ πάνω λίγο η Ιβέρια και η Κατερίνη, εδώ περίεργα. Ένα στα τρίκαλα επισόδου. Καρδίτσα λιγότερο. Εντάξει, και αυτά τα σκούρα είναι, έτσι. Αλλά το έντονο εμείς. La vie du produit chimique césium, c'est pas la même chose si c'est une terre qu'on retourne ou une terre stable de pâturage ou une forêt. La pluie va faire descendre le césium de la montagne, va s'accumuler dans le fond du vallon. Suivant le sol, si c'est un sol tourbeux, elle va rester d'une façon extraordinairement stable sur place et attendra d'être dégradée en tant que substance radioactive. C'est pour ça qu'en Corse ou dans les Alpes, vous pouvez avoir des endroits propres et des vallons très sales. Et si vous mettez vos moutons ou vos chèvres en bas, le lait sera radioactif. Si vous le mettez sur les pentes, il sera propre. Donc il y a des différences considérables d'un site à l'autre. Il aura fallu 10 ans pour réaliser cet atlas des dépôts de césium-137 sur le territoire européen et dans l'ex-Union soviétique. Il montre des zones de contamination importantes à plus de 2000 km de la centrale. Mis en relief, il fait apparaître des niveaux de radioactivité en Europe jusqu'à plus de 40 000 becquerels par mètre carré. I Valdres har vi veldig mange fjellvann med fin ørret. À Valdres, nous avions beaucoup de lacs avec une truite excellente qu'on utilise pour faire une spécialité locale qui s'appelle la truite fermentée. On a toujours pêché et mangé nos poissons. I alle tilfeller så fisker vi alle sammen og spiser den fisken vår. Rett etter Tsjernobyl var vannene. Juste après Tchernobyl, l'eau était fortement polluée
spécialement dans la montagne à Vinstra. Les tests des lacs de montagne montraient un niveau de presque 30 000 becquerels par kilo de poisson. Cela a à la fois détruit notre plaisir d'aller à la pêche et a eu comme résultat que l'industrie du poisson a cessé à Valdres. Mais ce qui a été bien malgré tout, c'était que nos lacs froids de montagne ont mis seulement 2 ans pour arriver au niveau de radioactivité toléré. Aujourd'hui, on n'a plus de problème avec nos poissons. La pêche est sous contrôle et nous pouvons tous manger nos poissons et l'industrie de la pêche a redémarré. I september 1986 fikk jeg besøk av En septembre 1986, une jeune femme enceinte est venue me voir dans mon laboratoire avec un petit garçon de 3 ans. Elle avait une bouteille de Coca-Cola remplie de lait de sa propre exploitation. J'ai eu un grand choc, car le niveau de becquerel dans le lait de sa ferme était entre 400 et 500 becquerels par litre de lait. J'ai commencé à imaginer que ces enfants évoluaient dans ce milieu où les rayonnements sont importants, qu'ils buvaient le lait des vaches les plus exposées, qu'ils mangeaient beaucoup de poissons des petits lacs des environs, qu'ils mangeaient la viande de leur propre ferme. À ce moment-là, j'ai réalisé que le Norvégien moyen n'existait pas, que chaque cas est unique et que chacun a été touché individuellement. Et c'était ça pour moi la motivation principale pour faire quelque chose. J'ai pensé que si je pouvais, grâce à mon travail, donner des informations à la population et grâce à ma participation, sauver une seule personne du cancer, ça me suffirait. Est-ce qu'il y a des paysans qui ont abandonné leur ferme? Oui, un exploitant de moutons a été obligé de fermer sa production. Son champ de pâturage se trouvait à Valdeslaya, où les conditions étaient les pires. Il y a eu certains endroits où le lait était très contaminé. Mais on n'a pas fait des mesures sur chaque ferme, on a fait les mesures sur le lait une fois que le camion est passé sur son route habituelle. Ça veut dire que probablement il y a eu une dilution dans le camion, mais en Norvège, on a pensé que si le lait était toujours sous le seuil admissible, une fois que tout le lait était rassemblé sur le camion, il n'y avait pas un problème. Mais c'est une question, je pense, plutôt éthique. Philosophique, oui. Philosophique, si on va diluer pour avoir moins d'effets chez plusieurs gens qu'avoir beaucoup d'effets sur une petite groupe de gens. C'est-à-dire que dans le nucléaire, il n'y a que le principe de la dilution maximum qui est posé, et pas du tout le principe de contenir les contaminants. Moi, j'ai vu 4,5 tonnes de myrtilles partir d'un territoire hautement contaminé en Biélorussie par un phénomène de dilution. Elles vont se retrouver après dans le marché au niveau inférieur au seuil admissible. Il y a quand même des tonnes et des tonnes de viande et aussi de lait et des autres aliments qui ont été jetés parce que les seuils étaient dépassés. Et les agriculteurs et aussi les autorités en Norvège ont quand même bien vu qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir continuer à produire des aliments pour les humains et pas seulement produire pour le casser après.
L'année 1988 a été la pire année après Tchernobyl. Certains paysans à Valdre devaient garder leurs moutons chez eux pour leur fournir un régime approprié pendant 8 semaines. L'État norvégien a payé cette année-là au total un supplément de plus de 4 millions de couronnes en aliments pour cette opération. Une partie des vaches reçoit le bolus avec le bleu prusse avant qu'ils commencent à manger dehors en été. Et les autres, ils ne sont pas traités du tout. Alors ce qu'on peut voir, c'est que si on ne traite pas les animaux, on va avoir du lait qui dépasse le taux admissible pour la radioactivité. Et si on utilise le bleu prusse, on peut réduire de au moins 50% la concentration de radioactivité dans le lait. Les problèmes les plus graves concernaient les rennes. À Snåsa, par exemple, les Samis se servent de rennes tous les jours. Pour eux, c'était une véritable catastrophe. Le premier été, on a abattu à la fois les mères et les petits rennes. On a juste pris un échantillon de viande et on a enterré le reste comme si c'était du poison. C'était une terrible expérience. Personne ne savait rien. Personne ne pouvait nous fournir d'informations. Tout le monde disait que c'était très dangereux et qu'il fallait les enterrer. Quand on a abattu en septembre, ils ont décidé de donner toute cette nourriture aux visons et aux renards. L'information qu'ils donnaient au public, c'est qu'il ne fallait pas manger de poisson, ni de fruits, ni de champignons, ni de viande. Il ne fallait pas s'asseoir par terre à cause des radiations. En tout cas, c'était comme ça en Suède. C'était aussi comme ça en Norvège. Det varierer veldig hvordan bakgrunnsstråling det på bakken her, fra meter til meter. Ja da, jeg har fått være med på det helt siden. Ja, når det viste seg at Quand il s'est avéré que l'élevage de rennes était très touché par la radioactivité, ils m'ont demandé si je voulais participer. Et j'ai dit oui, car l'élevage de rennes me tient à cœur. Et j'étais très intéressée de savoir en quoi ils étaient touchés. Hva mye radioaktivitet her første året, Torstein? Her? Ja. Første året vi målte, jeg tror vi var oppe i 48 000. Var det, ja? Ja, den er grei der inn. 490 var her. Det var ikke målt noe her på høsten her, nei. Nei. Sesongen her, nei. 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 Ja. 580. Det var ikke målt noe her på høsten her, nei. Klart, neste år. Økonomien var kanskje ikke det vi frykta mest. L'économie, ce n'était pas ça qui nous inquiétait le plus, mais plutôt ce qui allait se passer avec nos rennes, s'ils pouvaient avoir des problèmes génétiques, et comment ça allait se passer avec nos enfants. C'était ce genre de choses qui m'inquiétait le plus. L'État nous a rassurés très tôt, en nous affirmant que nous n'allions pas souffrir économiquement.
Donc ce n'était pas cela qu'on craignait le plus. En général, nous nous adaptons très facilement aux problèmes économiques. Nous pouvons vivre avec très peu si c'est nécessaire. Ce qui est étrange, c'est que la Suède et la Norvège sont très proches et pourtant utilisaient deux seuils différents de tolérance au césium. La Norvège avait un seuil de 6000 becquerels par kilo et la Suède de 3000 becquerels par kilo. Mais il n'y avait que les éleveurs de rennes Sami qui pouvaient consommer de la viande à 3000 becquerels par kilo en Suède, alors que pour les gens ordinaires, le seuil était de 300 becquerels par kilo. Étrange, non? Donc on a commencé de mesurer les Samis et la viande en 1965 à cause des essais atmosphériques. Et on a trouvé à l'époque que la viande de renne était très sensible pour la radioactivité et que alors les Samis qui mangeaient beaucoup de viande de renne étaient une population à risque. En marge des rumeurs, l'Organisation mondiale de la santé fait un premier bilan de la catastrophe, tandis que des médecins tracent en Europe l'épidémiologie de plusieurs maladies. Isolé, un médecin biélorusse fait une découverte dont personne ne parle. Concernant la leucémie, il n'y en avait presque pas en 1996. Dans le rapport de l'OMS, on a noté la naissance d'enfants handicapés, puis la baisse du taux de natalité, l'augmentation des maladies périnatales, des complications pour les femmes enceintes de mener à terme leur grossesse, la détérioration de la santé des enfants. 10-15 ans après, nous ne pouvons pas apporter de conclusion. Pour Hiroshima et Nagasaki, nous ne connaissons pas toutes les évolutions des conséquences, surtout pour les personnes irradiées. On avait un éleveur qui s'appelait Philippe Argyriou, fils de Stéphane. Cet homme vivait dans la montagne de l'élevage. Il avait 150 chèvres et il vivait en plein air. De temps en temps, il descendait au village, au café, une fois par mois, comme quiconque, pour boire un tsipuro, et puis il repartait pour son élevage. Cet homme, à l'âge de 56 ans, tout d'un coup, il a présenté quelque chose. Il ne pouvait plus respirer. On l'a amené à l'hôpital, à Thessalonique, à Athènes, et plus précisément, on l'a envoyé à l'hôpital Sotiria, à Athènes. On lui a trouvé un cancer. En un mois, l'homme était fini. Il est mort. Un autre cas. Quelqu'un qui avait marché par monts et collines, Konstantinos Kourdas, fils de Georges. Il est vrai que dernièrement, on perd beaucoup d'hommes atteints de cancer. Je connaissais ces bergers qui vivaient dans les montagnes. Ils sont tous morts. Par exemple, nous avons des cas d'animaux qui naissent avec des problèmes de tératogénie, divers types de malformations. Cela pourrait être dû en partie à des causes héréditaires, mais cela pourrait être aussi, dans une certaine mesure, dû au taux élevé de contamination. Το ανησυχητικό ξέρεις ποιο είναι τώρα διάχομος, ότι φέρνουν παράδειγμα κοντά στο Τσέρνομπιλ, κοντά στο εκεί που έχει γίνει αυτό το πυρηνικό ατύχημα,
φέρνουν εδώ πέρα σιτάρια ή κρυθάρια τα οποία τα διοχετεύουν στην αγορά και ο κόσμος είναι ενημέρωτος από πού έρχεται αυτό. Το δίνει μεν στα ζώα, αλλά από τα ζώα που έρχεται. Πάλι εμείς δεν τα τρώμε. Είναι πιο φθηνό μεν, αλλά σου λέει εντάξει, ρε παιδί, τι συμφέρει εσένα, φάει, δεν ξέρεις πού είναι. Και σε μια συζήτηση που έκανα με έναν που ασχολείται με αυτά, μου λέει είναι από τη Ρωσία, μου λέει, εκεί κοντά στο Τσέρνομπιλ, ξέρετε, δεν έχουν λεφτά να τα δώσουν και τα παίρνουμε εμείς πιο φθηνά. Τώρα τι ελέγχους κάνουν, τι δεν κάνουν, δεν ξέρω. Έτσι άκουσα, έτσι λέω. Το πόσο σίγουρος μπορεί να είσαι τέλος πάντων σήμερα για το τι τρως. Πού να ξέρεις. Έτσι. Όντως. Eh bien, je suis assez troublée par le fait qu'on ne se donne pas les moyens de savoir. En France, ça fait 40 ans qu'on vit avec des centrales nucléaires et on s'aperçoit qu'il y a juste 11 registres de cancer, donc des outils capables d'évaluer la quantité de cancer qu'il y a dans une région donnée. Pourquoi ? Lorsqu'il y a eu l'accident de Tchernobyl, la CRIRAD, et moi-même quand j'étais députée, j'ai demandé à ce qu'il y ait des études épidémiologiques ou des registres sur justement le problème des pathologies thyroïdiennes. On s'aperçoit que rien n'a été fait. Lorsqu'il y a des problèmes de tumeurs, on dit comment se fait-il qu'il n'y ait pas, on ne répertorierait pas l'ensemble des tumeurs ou même des malformations. Rien n'est fait. Les Allemands ont, eux, fait un certain nombre d'études, entre autres la mortalité périnatale. Et il s'est avéré que la mortalité périnatale, suite à Tchernobyl, a augmenté dans certaines régions les plus contaminées, comme la Bavière ou l'Allemagne de l'Est ou Berlin. Elle a augmenté de 8%. Mais globalement, pour les 80 millions d'Allemands, elle a augmenté de plus de 4%. Donc c'est très grave, c'est très important. Et ça ne s'est pas produit ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas mesuré. Mais ils ont fait des études en démontrant que dans les vallées où les retombées étaient importantes, il y a eu une augmentation significative des malformations congénitales. Je vous demanderai d'aller voir les Suédois qui ont fait de très bons travaux dans les zones de retombées. Le travail épidémiologique qui a été fait sur le cancer a enfin pu être publié. Ça a été énormément long et ça vaut la peine d'aller voir ces gens-là qui ont fait un travail excellent et qu'on a essayé d'enterrer et qu'on a menacé, etc. Elle pressentait que cela ferait des ennuis pour la famille. Quand nous avons découvert qu'il y avait une corrélation entre les atteintes cardiaques et l'incorporation du césium radioactif, je rentrais du travail avec Yuri et nous nous sommes mis à en discuter. Il a dit « Examinons les petits-enfants en bonne santé, ceux qui vont au jardin d'enfants ». Et nous avons découvert que plus de 60% des enfants en bonne santé présentaient des altérations du tracé de l'électrocardiogramme. Et quand nous avons inscrit à côté de ces données les quantités de radiation gamma mesurées dans l'organisme, c'est-à-dire émises par le césium-137, et que nous les avons comparées avec ces électrocardiogrammes, nous avons constaté une corrélation permanente. Les enfants ayant une concentration élevée de césium, et nous considérons déjà comme élevé un taux supérieur à 20 becquerels par kilo, ces enfants présentent une altération de la conductivité, une altération de la conductivité cardiaque. En fait, plus la concentration en césium est élevée, plus graves ou complexes étaient ces altérations. Avez-vous imaginé le danger politique qu'entraînerait cette révélation? Oui, vous savez, d'abord j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ma famille, je n'avais pas peur pour moi, car le directeur de recherche, c'était lui. Je lui ai dit, écoute, et si par hasard quelque chose n'était pas exact? Si nous nous étions trompés quelque part? Car nous présentons notre découverte au monde entier. Le 18 juin 2001, le professeur Yuri Bandazevski a été condamné à 8 ans de prison pour corruption par le gouvernement biélorusse. Grâce à la pression de différentes ONG internationales, il est en liberté conditionnelle depuis le 5 août 2005. Ce qu'a montré Bandazevski, c'est qu'en fait, ce qu'on mesure, quand vous mesurez la radioactivité chez un sujet, un enfant qu'on place dans
spectromètre, vous mesurez quelque chose de diffus, comme si cet enfant représentait un grand sac d'eau, et puis on voit qu'il contient tant de césium. La réalité, c'est que, selon l'âge, l'organe qui charge le radionucléide n'est pas toujours le même. Par exemple, chez le tout petit enfant, le pancréas peut charger 12 000 becquerels par kilo, a montré Bandaszewski, alors que le tissu graisseux, la peau ou l'os en contient extrêmement peu. Alors vous avez une moyenne. Une moyenne, c'est le sac d'eau. Mais l'enfant n'est pas un sac d'eau. L'enfant a un thymus qui est contaminé, qui est son organe de défense immunitaire qui se prépare. Il a des glandes endocrines qui vont coordonner tout son développement. Et c'est celles-ci qui sont touchées par les radionucléides. Il y a eu des travaux qui ont été publiés essentiellement dans des revues en langue russe, donc a priori pas disponibles auprès de la communauté scientifique internationale, et des travaux qui ont été publiés dans une revue en anglais, mais qui n'est pas une revue avec un comité de lecture mondialement connu. Alors il ne s'agit pas de dire que ce qui est écrit dans ces articles est faux ou vrai, c'est pas ça la question. C'est simplement que ces articles mentionnent des résultats qui doivent être vérifiés. Les instances internationales, vous dites, si c'est pas peer-reviewed, et si c'est pas en anglais, on ne les regarde pas. Ouais. Peer-reviewed, ça veut dire qu'au moins le CEA l'a laissé passer. Et Los Alamos, c'est-à-dire les deux unités qui ont fabriqué des bombes. Et puis après, il y a la taille des populations considérées. Alors là, je crois qu'il y a quand même les modèles scientifiques de l'épidémiologie qui sont à questionner. Il faut des millions de cas pour que ça puisse marcher. Or, la population sami du sud de la Norvège, c'est 2500 personnes. Dans les territoires contaminés de Biélorussie, sur le district de Braguin, ils doivent être 12 500. Donc ça freine beaucoup les études, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans un cadre où ces études puissent être validées au niveau international. Là, je pense qu'il y a vraiment un problème quand même de fond. C'est comment fait-on pour pouvoir étudier alors qu'on est hors du cadre scientifique. Et il y a eu des études qui ont été faites sur des registres épidémiologiques tchécoslovaques par le docteur Langfelder de Munich. Ce médecin craint beaucoup une montée exponentielle des cancers de la thyroïde vu l'évolution qu'il peut constater aujourd'hui sur ces registres. Et ce sont des registres qui, pour le coup, sont suffisants. Le modèle choisi sera représentatif au niveau scientifique. La richesse des travaux de Bandaszewski, ça allait complètement remettre en question les problèmes des normes de contamination par aliment. Et en même temps, sur le plan international, par l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils étaient en train d'édicter des normes très hautes en cas de futur accident. Donc, les travaux de Bandaszewski remettaient en question ces niveaux. Par exemple, je vous donne, sur le lait, il disait il ne faut pas que ça soit au-delà de 20 becquerels par litre. Les normes qui devaient être édictées sur le plan international étaient à 1000 becquerels. Donc, vous voyez que ça allait complètement changer la radioprotection sur le plan international. Et puis, il y a un deuxième aspect, c'est que les scientifiques qui travaillent sur la radioactivité, je dirais que 90% d'entre eux sont liés au lobby nucléaire. C'est des ingénieurs ou des scientifiques qui travaillent sous contrat commissariat à l'énergie atomique, qui travaillent sous contrat EDF ou qui travaillent sous contrat Areva. Donc, comment voulez-vous que ces scientifiques, par leur éthique personnelle, disent « mais il faudrait prendre en compte les travaux de Bandaszewski ». À l'échelle du temps de la catastrophe, un bilan officiel se veut rassurant, mais les populations concernées ne voient pas d'amélioration, au contraire. Comment alors envisager l'avenir au milieu d'une contamination que l'homme ne peut percevoir par ses sens? Ce que nous avons appris de cette crise liée à l'accident, ce sont deux choses. L'une, la plus importante, est de gérer correctement la crise dans les premiers mois après l'arrivée du nuage radioactif. La seconde chose est que les principaux effets d'un tel accident se trouvent à l'intérieur d'un périmètre de 50 à 70 km autour de la centrale où s'est produit l'accident. Cette zone, c'est l'endroit qui représente la plus grande menace. Le reste peut être géré en prenant de bonnes mesures.
Nous savons aussi que la peur des gens a été excessive. Il y a eu de sérieuses conséquences, particulièrement pour les enfants. Mais pas autant que ce que la population, les populations devrais-je dire, pas seulement en Grèce, mais dans l'ensemble de l'Europe, le pensent et le croient. Mais oui, il y a eu de sérieuses conséquences, particulièrement pour les enfants. Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, conclut qu'au total, plus de 4000 personnes pourraient éventuellement mourir des expositions radioactives provenant de l'accident de la centrale de Tchernobyl. Moins de 50 morts ont été directement attribués aux radiations de cette catastrophe. Aujourd'hui, on ne sait pas bien de quoi on parle. Les dernières études de l'AIEA ont été faites sur une population de liquidateurs, pas du tout sur les populations qui habitaient directement dans les environs de la centrale. Ce que je sais auprès des gens que l'on côtoie fréquemment, c'est qu'un rhume dégénère très très vite. Les gens commencent à tousser, 3 jours après on frise la pneumonie. C'est quelque chose qu'on a pu voir assez fréquemment, cette notion de chronicité des maladies. Et sinon, on entend, oui, qu'un tel est parti à un tel endroit, ça fait repérer beaucoup de problèmes de thyroïde, beaucoup de problèmes cardiaques. Les gens s'en plaignent de manière régulière. On ne voit pas directement les malades puisque notre action ne concerne pas de manière directe le volet santé. Alors, cela dit, tous les gens, quand on rencontre des médecins, nous disent effectivement qu'il y a des problèmes de maladie. Tous les enfants sont malades. Jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction officielle de l'Union européenne à la publication de ce rapport. Les vraies conséquences de l'accident pour la santé des populations ne se trouvent pas encore dans le rapport de l'AIEA. Beaucoup de gens ont travaillé dans la zone d'exclusion sans qu'on leur ait indiqué les dangers pour leur vie et leur santé. Et bien que tous les réacteurs de la centrale soient éteints aujourd'hui, on n'a pas encore créé les conditions nécessaires pour les déchets produits en immense quantité. Suite à l'explosion, bien sûr, mais également du fait du démantèlement. Ces déchets ne sont pas entreposés en sécurité. Et les firmes de l'Europe de l'Ouest n'ont pas réussi non plus à fournir les installations provisoires pour ces déchets radioactifs. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le plus grave danger. Je vois aussi que cet été, on repérait que les camions de pompiers, par exemple, ne rentraient plus au garage. Parce qu'il y a eu un été particulièrement sec, avec du vent, et il y avait une très grande inquiétude sur les départs de feu en forêt. La forêt de la zone contaminée, si elle brûlait aujourd'hui, reprovoquerait une contamination très importante en fonction des vents d'une bonne partie non seulement du territoire biélorusse, mais je pense beaucoup plus large. On ne construira plus de centrales nucléaires aussi simplistes, aussi rudimentaires que celle de Tchernobyl. Même s'il est impossible d'en construire une absolument sûre. Une centrale est faite seulement pour 30 ans. Après 30 ans, elle doit s'arrêter de produire de l'électricité, doit être démantelée et doit suivre la procédure des déchets nucléaires. Chaque centrale est un futur déchet nucléaire. Par exemple, dans 10 ans, 220 centrales devront s'arrêter. Je pense que l'avenir des centrales nucléaires n'est pas positif. À moins que dans 10 ans, nous utilisions la fusion. Ce qui est une autre façon d'obtenir de l'énergie, sans les problèmes des procédures de la fission.
Mais nous ne l'obtiendrons peut-être que dans une dizaine d'années. C'est une façon très différente d'obtenir de l'énergie que celle actuellement utilisée et à laquelle je suis opposé. Il faut apporter aux médecins une éducation spécifique pour qu'ils puissent donner les premiers soins au cas où un accident nucléaire aurait lieu. Il faut que cette formation soit organisée à l'échelle de l'État. Et même le plus grand pays nucléarisé qu'est la France ne le fait pas. Stormen raser tung og hvit, sorg og død kom ikke hit. Qu'est-ce que l'on fait après de ces territoires qui sont restés souillés par une contamination radioactive? Alors la Norvège s'est rentrée au tout départ dans un cadre de séminaire organisé par l'Europe qui commence aujourd'hui, 20 ans après, on se demande un peu pourquoi, en termes de délai, à s'intéresser à la gestion post-accidentelle, c'est-à-dire pas la gestion de la crise accidentelle elle-même, où les gens sont évacués, où les questions se posent sur le nombre de places, grosso modo, qu'il faut dans les trains et les bus, mais qu'est-ce que l'on fait après de ces territoires qui sont restés souillés par une contamination radioactive? Je pense que on va avoir besoin de faire des contre-mesures encore 10 ans, peut-être plus, peut-être 20 ans, ou peut-être plus. Parce que ce qu'on a vu, c'est que la période écologique, elle devient de plus en plus longue dans les différents éléments écologiques. Il faut vraiment aller dans la nature, mesurer les quantités qu'il y a, une année après l'autre, pendant une longue série d'années, pour savoir quels sont les taux de radioactivité et de faire des calculs de la période écologique. Mais là, on est 20 ans après l'accident de Tchernobyl, il y a toujours des problèmes. Il y a mesuré des animaux cette année même de 7000 becquerels par kilo dans la viande de renne et aussi dans les moutons, le lait de chèvre, le lait de vache. Il y a toujours des problèmes de produire en dessous des seuils admissibles. Les gens, ils ont envie de rester dans leur terre, ils n'ont pas envie d'aller ailleurs, ils n'ont pas envie de commencer de faire autre chose. Voilà, ça c'est l'abattoir mobile. Vous voyez, c'est un grand camion. Ils arrivent à le mettre là et là-dedans, il y a toute une file où on fait tout le système d'abattage. Il y a un taux de radioactivité beaucoup plus élevé chez les Samis que les autres Norvégiens. Parce que les Samis mangent beaucoup de rennes qui mangent le lichen, qui est très sensible pour le radiocésium. Et c'est vrai que les dernières années, la concentration dans le corps chez les Samis ici n'a pas baissé. Et c'est à peu près pareil depuis les 6 dernières années. Donc c'est un taux de radioactivité comparable aux populations de Biélorussie. En termes de dose, oui, je crois que là où il peut y avoir des différences, c'est sur la variété des radionucléides qui sont ingérés. C'est vraiment étrange qu'il n'ait pas mesuré les enfants nés à partir de 1986. Parce que pendant ces 20 ans, on aurait pu voir leurs évolutions. Personne n'a dit aux parents qu'il fallait penser à ça.
Donc sur la notion de seuil, en l'absence de connaissances réelles dans le domaine, on s'appuie un petit peu sur les idées du professeur Nesterenko de l'Institut Belrad de Minsk, qui lui a tendance à dire qu'en dessous de 20 becquerels pour la Biélorussie, ça va. De 20 à 70 becquerels, on se trouve dans un groupe où une surveillance est nécessaire, et au-dessus de 70 becquerels, en général on compte, nous, une centaine de becquerels à peu près, les enfants rentrent dans ce qu'il est convenu d'appeler le groupe à risque. Alors ce dont on s'aperçoit après, c'est qu'en mettant en place un système plus ou moins de prévention, dans la mesure de ce qu'ils peuvent faire, on peut retomber très très vite en dessous de ce seuil, je ne sais pas s'il faut vraiment l'appeler seuil, de 100 becquerels par kilo, mais qu'ensuite, c'est très long et très difficile de passer de 100 becquerels à 20 becquerels ou à 10 becquerels. En vérité, on est des cobayes, les troupeaux de rennes et les humains. Et nous, en tant qu'éleveurs de rennes, on a la sensation qu'ils font tout pour que l'on disparaisse. Mais ils n'y sont pas arrivés avec Tchernobyl. On se met debout à nouveau malgré tout. Donc les éleveurs de rennes sont incroyablement forts. À la fois les hommes et les animaux sont fantastiques. L'élevage de rennes fait totalement partie de notre vie et de notre culture. Et si nous ne faisions plus ça, nous ne pourrions plus vivre. De personnes vivent en Biélorussie dans des territoires classés suivant 4 niveaux de contamination jusqu'à une zone interdite. Les forêts très nombreuses sont fortement contaminées et on ne peut négliger l'irradiation externe et l'inhalation de poussière dans la zone autour de la centrale, même si la contamination pour l'homme se fait essentiellement aujourd'hui à travers les produits d'alimentation. Si vous êtes contraint de vivre dans un milieu contaminé, ce qui, en Biélorussie ou dans les pays, implique, si vous êtes pauvre, si vous ne pouvez pas chercher vos aliments dans des grandes surfaces où on fournit des aliments propres, si vous êtes forcé de consommer votre propre production, à ce moment-là, il faut se protéger d'une autre façon. On a beau vous l'expliquer, on peut peut-être, pour le lait, le centrifuger, mais on perd la moitié des sources énergétiques du lait en procédant de cette façon-là. Il faut éviter d'aller chercher les champignons et les baies qui représentent une grande richesse pour ces populations et qui en vendent. Donc il faut leur défendre cela, il faut les empêcher d'aller pêcher dans les bras morts. Enfin, il y a toutes sortes de mesures qui existent et qui sont coûteuses pour les familles. Mais si vous cessez de consommer du césium pendant un mois, vous réduisez de 15% le stock de césium que vous avez. Si vous attendez 6 mois, le stock est extrêmement bas, donc le risque est devenu petit. Et puis il y a une mesure complémentaire dans les écoles, c'est de donner aux enfants des cures de pectine de pomme qui ont été beaucoup utilisées en Ukraine. Et la Biélorussie a une pectine de pomme qui a déjà été donnée à peu près à 200 000 enfants. Et on arrive chez eux, et ça a été démontré scientifiquement, à faire chuter des 2/3 ou de moitié la charge en césium de leur organisme. Donc réduire le risque de complications cliniques graves. Quand le gouvernement d'Ukraine distribue la pectine aux enfants d'Ukraine, personne n'est là pour faire de l'opposition. Quand les Russes enregistrent une pectine, personne ne s'insurge. En Biélorussie, il y a un institut qui fait une énorme propagande avec une absence totale de travaux scientifiques cités en disant que ce n'est pas éthique de donner de la pectine. Bon, il faut que vous sachiez que donner de la pectine, ça implique reconnaître que le césium n'est pas bon pour la santé.
pense que ce qui s'est passé au niveau du Bélarus se passerait dans n'importe quel pays nucléarisé qui serait victime d'un accident. C'est-à-dire qu'il y a une telle déstabilisation qui suit l'accident, il y a une telle déqualification du vivant. Il ne faut pas oublier que le Bélarus, surtout dans sa partie sud, avait une économie qui était bien basée sur l'agriculture. On se retrouverait presque dans la même position qu'en France, où on dépend, je crois, peu ou prou à 50% de nos exportations agricoles. Tous les produits agricoles français seraient totalement déqualifiés. Je pense que si un accident comme ça avait eu lieu, on se serait rendu compte que des choses qui ont encore fonctionné en Biélorussie ne fonctionneraient pas chez nous. Je ne sais pas où on aurait été trouvé les 600 à 800 000 liquidateurs. Je ne sais pas si aujourd'hui la plupart des gens raisonnent sous forme de choses communes quand ils appuient sur un bouton pour allumer l'électricité. Dans la zone interdite et par tâche dans les territoires contaminés, on trouve aussi de nombreux radionucléides, comme les différents plutoniums responsables des cancers du poumon. Le plutonium 239, dont la demi-vie est de 24 000 ans, autant dire inimaginable. Mais aussi le plutonium 241, qui a 14 ans de période physique, et qui, lorsqu'il se désintègre, donne naissance à l'américium, qui lui a 540 ans de période, donc 5400 ans de vie. L'américium est aussi radiotoxique que le plutonium. Condamné à l'espérance, dit un habitant de cette région. Accident du temps, et en ce sens prophétique, dit Paul Virilio, la catastrophe de Tchernobyl est une guerre lente et sans trêve. Показать? Ну, какой-то маленький, очень просим. Вон еще. Все дороги разобрала. Ай! Ай? Ну, какой-то маленький, очень просим. Вон еще. C'était l'Europe de Tchernobyl.